Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour la première vidéo de l'année 2022. Du coup, bonne année, je vous l'ai déjà dit en vlog si vous l'avez vu, mais je sais pas si tout le monde l'a vu, enfin je sais pas si toutes les personnes qui regardent cette vidéo l'auront vu, donc je vous redis, bonne année 2022 ici, et aussi c'est surtout la première fois pour moi qu'on est en 2022, puisque aujourd'hui c'est le bilan de 2021 et je crois que je le dis chaque année, mais moi je suis incapable de tourner le bilan d'une année tant qu'elle n'est pas vraiment terminée, je peux pas faire ça. Donc toutes les personnes qui sortent leur bilan 2021, leur bilan de l'année en courant du mois de décembre, moi je comprends pas. Enfin, c'est un truc que je comprends pas parce que moi je n'y arrive pas, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Je peux pas faire le bilan de l'année tant que dans ma tête on n'est pas passé à l'année d'après, tant qu'on n'est pas officiellement dans l'année d'après. C'est comme ça. Bref, ce qui veut que je sors mon bilan de l'année toujours après tout le monde, parce que personne fait ça. Bref, on s'en fout. Donc, le bilan de l'année 2021. Comme d'hab, je vais faire un mini bilan perso et le gros de la vidéo, ça va être sur les livres, évidemment. 2021, je me rappelle avoir dit début 2021, comme une grosse cruche que je suis, la prochaine fois que je dis un truc du genre, franchement, collez-moi en une, mais genre vraiment, j'en aurais besoin. J'ai dit début 2021 que de toute façon, vu comment avait été 2020, 2021 ne pouvait pas être pire. Je l'ai dit en vlog, toujours pareil, je répète, désolé pour le gros mot, mais j'aurais dû fermer ma gueule sans déconner, mais sans déconner, vraiment, parce que à titre perso, et à tous les niveaux, ça inclut aussi la lecture, 2021 a été 2 voire 3 fois pire que 2020, sans déconner, vraiment. En fait, ça n'a pas été une année de merde, c'est pas la pire année de ma vie. D'ailleurs, en vlog, j'ai eu l'occasion de parler de la pire année de ma vie, qui est donc l'année de ma terminale, évidemment, donc 2011. Mais 2021, en fait, ça a été un enchaînement de trucs qui ne se passent pas comme prévu, de trucs qui sont annulés, de trucs qui sont décalés, de trucs relous au quotidien, vraiment, et ça a été que ça toute l'année, et surtout sur la deuxième partie de l'année, parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais eu autant hâte que l'année se termine, j'avais jamais eu autant hâte qu'on passe à l'année d'après, donc en 2022. Vraiment, parce que la deuxième partie de 2021 a été un enfer pour moi, mais genre vraiment. Le seul truc positif qui m'est arrivé, enfin qui s'est passé dans cette deuxième moitié de 2021, c'est le mois d'octobre où j'ai quand même réussi à faire une vidéo par jour. Non sans mal, j'avoue, franchement ça a été une galère de ouf, mais j'ai réussi. Mais sinon, rien n'allait dans cette deuxième partie. Ce qui n'a pas eu lieu en 2011, parce qu'en 2011, la partie terrible de mon année, c'était surtout au début de l'année. Et du coup, en fin d'année, de janvier à décembre, j'étais rentrée à la fac et donc j'étais passée à autre chose et j'avais avancé dans ma vie. Et donc en fin d'année, j'avais pas ce sentiment de j'ai hâte qu'on passe à l'année d'après. Vous voyez, alors que là, vraiment, un enfer. Mais un enfer cette année. Le seul point positif, et c'est un gros point positif, j'en ai conscience, c'est que jusqu'à maintenant, je touche ma tête, je touche du bois, je touche tout ce que vous voulez. Jusqu'à maintenant, et je pense être l'une des rares personnes dans ce cas-là, il n'y a aucun membre proche de moi, c'est-à-dire aucun ami très proche, aucun membre de ma famille qui n'a eu le Covid. Des collègues, oui, des connaissances, oui, évidemment, comme tout le monde, mais pas de personnes vraiment proches de moi. J'espère que ça continuera en 2022, je croise les doigts, on est sûr de rien, mais on espère. Donc du coup, voilà, c'est un gros point positif, j'en ai conscience, mais c'est le seul point positif de 2021. Vraiment, sinon ça a été un enfer à tous les niveaux. Une catastrophe, vraiment une catastrophe. On va parler de lecture et vous allez voir à quel point... En fait, la lecture est assez représentative d'à quel point mon année globale est catastrophique. Donc comme l'année dernière, j'ai fait quelques petits chiffres que je vais comparer à l'année dernière. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai fait une petite page sur mon carnet, tout ça, c'est mignon. Hein. Voilà, je trouve ça cool. J'ai fait la même chose pour le perso de l'autre côté de la page, mais bah, du coup ça je vous montre pas parce que c'est pas parce que c'est perso en fait. Hein. Voilà. Bref, 2021 en chiffres, qu'est-ce que ça donne? On va commencer par les chiffres positifs, c'est-à-dire les chiffres qui sont supérieurs à 2020. Mais alors vous allez voir que ceux qui sont inférieurs à 2020 sont vraiment les pires en fait. Enfin, en fait, j'aurais préféré faire l'inverse. Bref, on s'en fout. Donc, en 2021, j'ai lu 64 autrices différentes et 27 auteurs différents. Comme d'hab, je lis moins d'auteurs que d'autrices. Je le dis à chaque fois parce que je trouve ça important. C'est pas du féminisme mal placé, c'est pas une volonté de ma part de lire plus d'autrices. Je choisis pas mes lectures en fonction du sexe de la personne qui a écrit le livre, pas du tout. C'est juste que je lis plus de genres écrits majoritairement par des femmes que de genres écrits majoritairement par des hommes. Du coup, je me retrouve avec un bilan décalé, inégal entre les hommes et les femmes.
c'est logique parce que c'est comme ça que je lis. Les deux grands genres pour moi écrits majoritairement par des femmes et que je lis beaucoup, c'est la romance et la jeunesse, voire le young adulte aussi d'ailleurs. Et les deux grands genres écrits majoritairement par des hommes que au final je lis très très peu, ça reste le thriller et la fantasy adulte. Pour moi c'est ça. Et bah du coup, vu que je lis beaucoup de romance et beaucoup de jeunesse et beaucoup de young adulte, très peu de thriller, très peu de fantasy adulte, même si j'essaye de m'y mettre, et bah du coup ça donne un bilan inégal entre les hommes et les femmes. Bref, en 2020 c'était la même chose mais avec moins de chiffres, c'est-à-dire que j'avais lu 49 autrices différentes pour 28 auteurs. J'avais lu plus d'auteurs en 2020 que en 2021, et bon pour un, on va pas chipoter. Par contre j'avais lu moins d'autrices, ce qui fait qu'au global j'ai plus lu. L'autrice que j'ai la plus lue en 2021, c'est bien parce que j'avais l'impression que c'est d'elle dont j'avais le plus parlé en vidéo. Bah c'est pas qu'une impression, c'est la vérité puisque c'est d'elle dont j'ai lu, je crois que j'ai lu 6 ou 7 livres de Cassandra O'Donnell, voilà. Pour les autres auteurs, j'ai pas pris le nom parce que j'ai lu un, maximum 2 livres par auteur. Donc du coup, il n'y en a pas un qui se démarque comme Cassandra O'Donnell pour les femmes. Bref, en 2021 toujours, j'ai découvert 30 autrices et 7 auteurs. J'ai pas découvert énormément d'auteurs, mais bon, en même temps, comme j'en ai lu beaucoup, voilà. Et je me rends compte que, autant pour les autrices, je vais régulièrement vers de nouvelles autrices que j'ai jamais lues, autant pour les auteurs, j'ai tendance à retourner vers des auteurs que je connais, comme Timothée de Fombelle, comme Cédric Cyr, ou même Jean-Christophe Granger, ou Pierre Bottero, c'est comme ça que des personnes que je connais, enfin des personnes que je connais, des auteurs que j'ai déjà lus et que j'apprécie, et je vais moins vers de nouveaux auteurs. Il y a aussi Olivier Adam. Bref, voilà. En 2020, j'avais découvert 23 autrices et 12 auteurs. Donc j'ai découvert un peu plus d'autrices et un peu moins d'auteurs en 2021 qu'en 2020. Bon, c'est pas... Ça, c'est un... En fait, c'est... Comment dire? C'est un constat que je fais à la fin de l'année. C'est pas du tout des objectifs que je garde et que je regarde régulièrement. Genre, au mois de novembre, je vais pas me dire « Oh mince, j'ai découvert que 2 auteurs, il faut absolument que j'en découvre plus. » Non, pas du tout. C'est juste un constat que je fais à la fin de l'année. Ma voix est complètement cassée. Je suis désolée, mais elle se barre. Je sais pas pourquoi, elle a décidé qu'elle se barrait. Je vais aller boire de l'eau, je reviens. Bon voilà, j'ai bu de l'eau, je sais pas si ça a eu un grand effet, je pense pas, mais bon bref, au moins j'aurais essayé. Ensuite, je passe aux sagas. En 2021, pardon. En 2021, j'ai commencé 15 sagas, ce qui est assez énorme. Et là-dedans, c'est vraiment des sagas que j'ai commencé, puisque derrière vous aurez le chiffre, bah, je vais vous le donner maintenant. Donc j'ai commencé 15 sagas et j'ai commencé et abandonné 19 sagas. Donc dans les 15 sagas, c'est vraiment que des sagas que je veux continuer. Voilà, pour l'instant en tout cas. En 2020, j'en avais commencé 17 et commencé et abandonné 13. Donc j'en avais plus... Peut-être que dans les commencés de 2020, elles sont dans les abandonnés de 2021. Je sais pas, hein, j'ai pas le détail non plus, faut pas pousser. Mais j'ai quand même commencé et abandonné beaucoup de sagas en 2021. Enfin, vous allez voir que globalement, le 2021 est l'année de l'abandon, hein, de toute façon. Donc bah, voilà, c'est pas si étonnant que ça. En 2021, j'ai terminé 6 sagas. Et en fait, quand j'ai vu ce chiffre, je me suis dit, c'est pas possible, j'en ai oublié parce que je sais que début 2020, j'ai fait une liste de sagas à terminer et je sais que je les ai toutes terminées. Et je pensais pas que dans ma liste des sagas à terminer en 2020, j'en avais abandonné au final autant. Il y a l'épouvantaire que j'ai abandonné et il y a Ciel que j'ai abandonné, je crois. Mais je sais plus en fait. Et je pense que j'en avais mis 10. Du coup, ça veut dire que j'en aurais abandonné 4. Bon, c'est possible parce qu'en tout, en 2021, j'en ai abandonné 5 des sagas. Franchement, c'est pas si énorme que ça. C'est comme en 2020. En fait, en 2020, j'en avais terminé 8 et abandonné 5. Du coup, je constate que ce que je fais le plus, c'est en gros commencer et abandonner une saga en même temps. Ça veut dire tenter le tome 1 et pas aller plus loin. C'est rare que je lise 2, 3, 4 tomes et que j'abandonne la saga au final. Ça arrive, mais c'est rare. Bah, l'épouvanteur, je l'ai abandonné au dernier tome quoi. Donc, je sais même pas si l'épouvanteur je l'ai considéré comme terminé ou comme abandonné. Franchement, je sais pas. Bref, on s'en fiche, c'est pas très important. Le seul chiffre positif et supérieur à 2020 en 2021, c'est le nombre total de pages lues. Puisque ça se joue à pas beaucoup, hein, vous allez voir, mais bref. En 2021, j'ai lu un total de 31 943 pages. Et en 2020, j'en avais lu 31 778. Donc ce qui fait même pas 200 pages de plus. Enfin, même pas 200 pages de plus, c'est quand même beaucoup, hein, mais bon, voilà. J'avais dit dans la vidéo qui est sortie l'année dernière, du coup, début 2021, mais je trouve ça important, du coup je vais le redire, je trouve ça cool de constater le nombre de pages lues. Alors ça veut à la fois dire beaucoup et rien dire en vrai parce que
tu peux lire 2 pages, tu peux lire 2 livres mais 1000 pages, tu vois, et tu peux lire 15 livres de je sais pas, 30 pages chacun, et du coup ça fait pas énormément de pages au final, tu vois. Mais je trouve ça bien d'avoir ce chiffre global, et là je compte vraiment toutes les pages lues. C'est-à-dire que je pousse pas le vice, genre si j'abandonne un livre au bout de 30 pages, je vais compter 30 pages et pas les 200 pages qu'il fait. Je suis pas complètement tricheuse à ce moment-là, voyez-vous, enfin je suis pas tricheuse du tout, bref. Donc voilà. Et là on entre dans le vif du, enfin, dans la catastrophe, hein. Ouais, voilà. Je vais commencer par les chiffres de 2020 qui sont plus positifs que ceux de 2021, parce que vraiment 2021 c'est une catastrophe. En 2020, j'avais lu 90 livres et j'en avais abandonné 44, ce qui donne un ratio plutôt cool. Bon, j'avais lu 11 BD. En 2021, le ratio est beaucoup moins cool puisque j'ai abandonné 64 livres et j'en ai terminé 78. Voilà, on constate à quel point c'est catastrophique, hein. Et j'ai lu par contre 59 graphiques, ce qui c'est aussi pour ça que j'ai plus de pages lues. Parce que du coup les graphiques ça fait des pages lues facilement. Mais voilà. J'ai pas le total de 2020. 146 145. 145 livres lus, je crois que c'est ça, j'ai fait un calcul vite fait là, pour un total de 196 en 2021. Je vous avoue que mon objectif principal pour 2022, c'est pas forcément, enfin c'est jamais de lire plus de livres, c'est juste de lire plus de livres que j'aime en fait. Vous voyez, parce que là j'ai lu beaucoup plus de livres en 2021 qu'en 2020, mais le bilan de 2021 est beaucoup plus pourri que celui de 2020 parce que j'ai beaucoup plus abandonné de bouquins et j'aimerais bien. Voilà. Et je sais pas si. En fait, j'avais bien conscience toute l'année que j'ai passé mon temps à dire que ça va pas, que c'est un mois de merde, que je passe mon temps à abandonner des livres. D'ailleurs, fin novembre et tout décembre, c'est une catastrophe. Je vous les aurai bientôt en objet de lecture, mais attendez-vous à des objets de lecture avec que des livres que j'ai pas aimés et que des livres que j'ai pas terminés. Parce que franchement, le mois de décembre a été une catastrophe, vraiment. Donc voilà. Bref, je disais quoi? Je sais plus, ça y est, je me suis perdue. Oui, je veux pas forcément lire plus de livres, je veux juste lire plus de livres que j'aime en fait. Parce que si je lis que, entre guillemets, 100 livres sur une année, mais que j'en aime 90 et j'en abandonne 10, je préfère que en lire 196 et en aimer que 78, voyez-vous? Enfin bref. Les achats. Bon, bah les achats, le ratio lecture-achat fait que ma palle a globalement augmenté sur l'année d'une bonne cinquantaine de bouquins, hein, voilà. J'ai acheté 53 livres neufs, 117 d'occasion, j'adore les livres d'occasion, et j'en ai eu 12 gratuitement, que j'ai pris en boîte à lire, ou qu'on m'a donné, ou que, voilà, bref, ça dépend. Et j'ai acheté 64 graphiques. Du coup, 64 graphiques achetés pour 54 graphiques lus, on n'est pas trop mal dans la palle des graphiques. Bon, dans la palle des romans, c'est une catastrophe, puisque on est à un total de 249 acquisitions sur l'année pour, je rappelle, 196 lectures. Donc c'est ce que j'ai dit, hein, une grosse cinquantaine de bouquins qui se sont ajoutés à ma palle, c'est quand même beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. Et pour 2020, j'ai failli oublier, j'en avais acheté 59 d'occasion, 63 neufs, et j'en avais eu 38 gratuitement. J'ai pas fait le total pareil, du coup je vais tenter de le faire à la de tête là, c'est pas gagné. Bon, j'ai fait un petit calcul rapide, je l'ai fait 2 fois pour être sûr, et normalement ça fait un truc comme 160 acquisitions en 2020. Donc en gros, en 2020, j'ai acheté moins de livres que je n'ai lu en 2021, mais j'ai acheté presque, presque 100 livres de plus sur 2021 que sur 2020, c'est une catastrophe. Mais bon, il y aura un bout de cool dans pas longtemps, vous verrez que je me suis pas spécialement calmée début 2022, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Bref, voilà pour tous ces chiffres. Et franchement, j'avais qu'une hâte, c'était que l'année se termine, je l'ai dit et je le répète, à tous les niveaux. Et j'espère que là, en 2022, soit je saurai mieux choisir mes lectures, soit je serai plus patiente avec les livres. Je sais pas si je l'ai dit parce que du coup comme je commence des phrases et puis je m'étouffe et puis je fais des cuts au montage, je sais pas ce que j'aurais laissé ou pas, mais je sais pas si j'ai abandonné plus de livres en 2021 parce que je deviens plus difficile en lecture, c'est-à-dire que j'ai plus d'attente en fonction des livres et j'ai moins de patience avec les livres. J'ai plus tendance à me dire il y a d'autres livres que je vais plus aimer, il y a d'autres livres avec lesquels je vais vraiment passer un bon moment, je préfère aller vers eux plutôt que de continuer avec celui-là. Ou si, alors c'est juste l'effet de c'était une année pourrie, ou si j'ai mal choisi mes lectures en 2021, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce qui me fait peur parce que si j'ai mal choisi mes lectures en 2021, ça veut possiblement dire que j'ai acheté des livres
avec la même réflexion, et donc j'ai voulu les traîner en 2022 ou en 2023. Je ne sais pas, bref, je ne sais pas. Par contre, on va passer à la partie cool de la vidéo, parce que la vidéo dure déjà depuis un moment, et je sais que la partie qui vient, là, elle va être aussi un peu longue. Je vais revenir sur chacune de mes très bonnes lectures. J'appelle pas ça des coups de cœur, parce que j'ai du mal à définir un coup de cœur, mais il y en a 12 en tout, et franchement, vu l'année pourrie que j'ai eue niveau lecture et à tous les niveaux, comme je le répète depuis le début de la vidéo, je suis particulièrement fière et particulièrement heureuse d'avoir 12 livres à vous montrer. Sachant que j'ai pas, j'ai pas fait une liste de 3 livres en me disant bah non, je peux en montrer que 3, je recherche et je mets des livres que j'ai un peu moins aimés, mais bon, bah quand même, tu vois. Non, vraiment, c'est que des livres que j'ai adorés. J'essaierai, si j'ai la foi, de vous retrouver à chaque fois les habits de lecture et de les mettre en barre d'infos. Mais vraiment, je pense que dans chacun des habits de lecture dans lesquels j'ai parlé de ces livres, je dis que c'était trop cool, que j'ai adoré et que j'ai kiffé, parce que c'est la vérité. Et il y en a 12, et du coup ça fait 12 excellentes lectures sur 78. Non, enfin sur... Ouais, ça englobe les graphiques et les livres lus, donc j'ai pas envie de faire le total, je commence à avoir la flemme de faire des calculs de tête là, bref. Mais franchement, je suis hyper contente d'avoir lu tout ça en 2021. Et limite, j'aurais préféré ne lire que ça, et pas du tout le reste. Mais bref, c'est parti pour mes meilleures lectures de 2021. La première, c'est Tourbé de mon amour de Pierre Bottero. J'ai hésité parce qu'en fait, la seule règle que réellement je m'impose quand je fais cette liste, c'est de ne présenter qu'un livre par auteur ou par autrice. Je veux pas me retrouver avec genre 4 livres de la même autrice ou du même auteur. Je trouve que ça n'a pas de sens. Et de Pierre Bottero, j'en ai lu 2 cette année. Enfin, en tout cas, que je me rappelle, là, comme ça, j'en ai lu 2. Donc, Tourbé de mon amour et Le garçon qui voulait courir vite. Et en fait, j'ai eu du mal à choisir parce que c'est 2 livres que j'ai aimés pour des raisons différentes. Et instinctivement, j'aurais plus présenté Le garçon qui voulait courir vite, mais tout simplement parce que je l'ai lu plus récemment, en fait. Du coup, il est plus frais dans ma mémoire que celui-là. Mais en vrai, j'ai préféré celui-là. Enfin, c'est même pas que j'ai préféré celui-là, c'est juste que dans Le garçon qui voulait courir vite, on parle d'un sujet, on parle d'un thème que je n'ai pas vécu, que je ne connais pas, qui n'est pas personnel pour moi, parce que c'est un truc qui m'est jamais arrivé. Alors qu'ici, c'est un truc qui m'est arrivé, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Enfin, je veux dire, ici, on parle de la première fois que tu tombes amoureux quand t'as 12-13 ans et que tu comprends pas ce qui t'arrive. Et en fait, c'est fou parce que c'est un moment où on ressent tous la même chose. On se pose tous les mêmes questions. Et je sais pas pour vous, mais moi, j'avais l'impression que il y avait que moi qui me posais ces questions. Il y a que moi qui était perdue en mode c'est quoi que je ressens, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il faut que je lui dise, est-ce qu'il faut que j'en parle, est-ce que tout le monde se pose ces questions-là, est-ce que tout le monde ressent ça, et comment les autres y font. Et j'avais l'impression que j'étais la seule à être perdue et à pas savoir gérer ce truc-là, alors que bah, c'est nouveau en fait, c'est normal que tu sais pas quoi faire. Enfin, je veux dire, ça t'est jamais arrivé, donc forcément tu galères. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais la seule à galérer et que tous les autres, ils avaient les réponses et pour eux c'était facile. Alors que pas du tout. On passe tous par cette étape-là. Alors pas forcément au même âge et pas forcément au même moment, mais on passe tous par ces foutues questions et par cette foutue étape. Et au lieu de s'entraider et de s'en parler, non. Chacun reste dans son coin en mode j'ai honte, je veux pas en parler, c'est personnel, blabla et tout. Bref. Ici on rencontre 2 adolescents. Peut-être que j'ai Tristan et Clélia. Il y en a un qui habite dans une... Enfin, Tristan habite dans une cité et Clélia vient emménager là parce que bah, elle déménage avec ses parents, enfin avec sa mère je crois, enfin bref. Et du coup Tristan avait bah, une routine de vie, voyez-vous, et cette fille va bouleverser en fait son cerveau. C'est-à-dire qu'elle va lui déclencher des sentiments et des sensations qu'il n'avait jamais vécues avant, parce que c'est le principe du premier amour, c'est pour ça qu'il fait aussi mal. Parce que tu n'es pas préparé à vivre tout ça en fait, hein, voilà. Et franchement j'ai adoré, c'est très mignon et c'est très touchant et c'est surtout très juste en fait. Et franchement, moi quand j'avais 12 ans, 12-13 ans et que ça m'est arrivé pour la première fois, j'aurais adoré avoir ce bouquin. Et juste me rendre compte que j'étais pas la seule, que ce que je vivais était normal et que 90% des gens, voire plus, vivent ça exactement de la même manière en fait. Bref, j'ai trouvé ce livre extrêmement juste et extrêmement cool. Je vais passer au livre suivant parce que si je passe un quart d'heure par bouquin, on n'a pas fini. Le deuxième, c'est un graphique que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Once Upon a Book de 2020. Non, 2019 ? Non, 2020, si je dis pas de bêtises. Bref, c'est Le Grand Voyage de Rameau de Ficile et j'ai adoré cette histoire. Pour l'histoire, donc on suit Rameau, le personnage principal. Je suis désolée, je vous montre pas la BD, je la garde sur mes genoux parce qu'elle est vraiment hyper lourde. Bref, donc on suit Rameau et en fait c'est une espèce de communauté de petits lutins des bois, créatures créées par Ficile en fait, qui vivent dans les bois. Et en fait, autour de leur territoire, il y a une frontière.
et il y a une loi qui dit qu'ils n'ont pas le droit de franchir cette frontière, c'est pour les protéger, pour pas qu'ils rencontrent d'humains et pour éviter de se faire buter par les humains qui sont a priori très méchants. Sauf que Rameau, au début du livre, elle se rend pas compte de ce qu'elle fait, elle suit une petite bête ou alors elle veut voir un train, je crois que c'est un délire comme ça, et elle franchit la frontière sans se rendre compte, vraiment. Et du coup, les gens s'en aperçoivent, ils la rapatrient de là où ils vivent, il y a une espèce de conseil qui est organisé pour la punir, et sa punition, c'est en mode, puisque tu as voulu quitter le territoire, on te bannit et tu vas devoir quitter le territoire et ne plus jamais y revenir. Super, merci les gars. Et donc, elle est obligée de partir. Elle part avec son animal de compagnie, je crois, je sais plus, une espèce de grenouille ou un truc comme ça, je sais plus, et un vieux sage du village qui est déjà parti voir les humains, et donc voilà, elle va voir les humains, c'est son rêve en fait de voir la ville d'à côté. Alors si on regarde attentivement la couverture, on sait de quelle ville il s'agit et on le découvre rapidement dans le livre, et voilà, elle va voir les humains. Et en fait, j'ai adoré ce livre parce que ça montre que tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc en fait. Dans leur tête à eux, les humains sont méchants, point. Alors que certains humains sont méchants évidemment, mais pas tous en fait. Certains humains sont hypocrites, certains humains sont très cons, mais pas tous. Il y en a qui sont très gentils, il y en a qui sont très attentionnés, il y en a qui sont très accueillants. Et j'ai adoré voir tout ça. Et en fait, Rameau va à la fois prouver au village que tous les humains sont pas méchants, c'est pas vrai. Et en même temps, elle va se rendre compte que, ok, il y a certains humains quand même qui sont méchants, parce qu'elle, elle les voyait tous vraiment très gentils, non des bisounours, ce qui n'est pas le cas. Et franchement, j'ai adoré les dessins, l'histoire, les personnages, j'ai trouvé ça vraiment très touchant, très mignon. Ah oui, c'est ça, c'est une petite grenouille, son animal de compagnie, je sais pas si vous allez la voir là, voilà. Bref, voilà, franchement j'ai adoré, c'était hyper cool. Et depuis j'ai lu un autre comme ça, roman graphique de Ficile que j'ai un peu moins aimé, mais franchement celui-là était trop cool. On reste dans du graphique et pour cette saga je vous montre que le tome 2, mais en 2021 j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4 et j'attends avec impatience le tome 5, donc c'est Heartstopper de Alice Oseman. Donc ici le tome 2, un secret. J'adore cette saga et j'en suis à un stade où je pense que le tome 5 est le dernier et je vais finir en PLS quand il y aura plus de tomes de cette saga. Mais genre vraiment, j'adore cette saga. On y suit Nick et Charlie, ça parle d'homosexualité, ça parle de plein de sujets. Vraiment, c'est un truc de ouf. Et je me suis rendu compte en préparant cette vidéo que c'est pas parce que ça parle d'homosexualité que ça ne peut pas parler à des hétérosexuels, parce que il y a des questions qui sont différentes en fonction de ton orientation sexuelle, évidemment, mais il y a des questions qui sont les mêmes, en fait. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui t'arrivent et qui se passent, peu importe ton orientation sexuelle, et peu importe l'acceptation de ta famille et tout, en fait. Et tu peux vivre cette situation dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pas parce que moi, je suis hétérosexuelle que j'ai pas vu des gens de ma famille ou de mes amis faire leur coming out et être homosexuels. Vous voyez que ça peut t'aider aussi dans les deux sens. Bref, et c'est tellement bien écrit, c'est tellement touchant, les personnages sont tellement justes, tellement cool, je les adore, vraiment, je ne trouve pas les mots pour cette saga. Tout ce que je peux dire ne sera jamais suffisant, mais vraiment, j'adore cette saga. J'essaie de vous montrer une planche, voilà. C'est en noir et blanc. En général, j'aime pas les dessins en noir et blanc dans les graphiques comme ça, mais alors là, je trouve ça absolument génial. J'ai aucune idée de quand va sortir le tome 5, je vais probablement me jeter dessus quand il sortira. Et après, je pleurerai pendant 3 semaines parce que ce sera fini. Voilà. Le suivant, c'est Les Mystères de Harper Conneely, le tome 1, donc Murmure d'outre-tombe de Charlene Harris. Pareil, je vous montre que le tome 1, mais en 2021, j'ai lu le tome 1, le tome 2 et le tome 3, et je vais pas tarder à lire le tome 4 d'ailleurs. J'adore cette saga. Le tome 4, c'est le dernier, je suis au bout de ma vie, mais vraiment, j'adore cette saga. Je comprends pas pourquoi elle est pas plus connue que ça. Ça a été adapté en film ou en série, je ne sais pas, mais j'arrive pas à trouver la série et le film, j'arrive même pas à savoir par qui ça a été adapté, sur quelle chaîne c'était diffusé à la base. Je n'arrive à rien. Faut vraiment que je me renseigne parce que franchement c'est trop cool. On y suit donc Harper Conneely qui a été frappée par la foudre quand elle avait genre 13 ans, 13-14 ans, un truc comme ça, je sais plus, et qui depuis est capable de retrouver les cadavres. Voilà, c'est parfait. Elle est capable de, je sais pas, tu lui donnes un périmètre de, je sais pas, 3 mètres par 12, elle va se balader sur le... En gros, tu lui dis, voilà, là c'est un stade de foot, il y a quelqu'un qui est enterré là-dessous, on sait pas trop où, on sait pas trop qui c'est, cherche.
Elle va se balader sur le terrain et elle va au bout d'un moment te dire bah c'est là, il y a Monsieur Bidule, mort il y a 4-5 ans, étranglé par sa femme, enfin non elle peut pas dire par qui, mais étranglé avec un torchon qui est enterré là. Voilà, elle est capable de faire ça, franchement c'est un truc de fou. Et j'adore ce personnage, j'adore l'ambiance. C'est pas une saga de ouf en fait. Genre quand je suis dedans, j'adore. Quand je suis dedans, je suis hyper bien dans l'univers, dans l'ambiance avec le personnage. Et une fois que j'ai fini le bouquin, je me dis mais en fait pourquoi j'ai autant aimé. Je suis pas capable d'expliquer pourquoi j'aime autant cette saga qui n'a, après avoir fini la lecture, rien de particulièrement génial, voyez-vous. Mais quand je suis dedans, je sais pas, je kiffe, je passe un super moment et j'adore. Donc voilà. Le suivant, c'est Les gens de rien, le tome 1 jusqu'au printemps de Charles Masson, je ne sais plus. C'est de nouveau un graphique que j'ai eu, je crois, dans le calendrier de l'Avent aussi, Once Upon a Book toujours. Et franchement, j'ai adoré ce livre, vraiment. Bon, en même temps, c'est parce que enfin, tous les livres que je vous montre dans cette vidéo, je les ai adorés, sinon ils ne seraient pas là. Mais je connaissais pas du tout. Et voilà, en fait, on y rencontre une dame qui s'appelle Marie. Et le truc, c'est que je peux pas vraiment dire de quoi ça parle et pourquoi c'est aussi touchant et aussi magnifique, parce que sinon ça spoil tout en fait. Mais on y suit Marie qui vit quelque chose de très difficile et qui décide de le vivre à sa manière, qui décide de pas faire comme tout le monde et de pas faire ce qu'on attend d'elle face à ça. Et on est sur vraiment beaucoup de thèmes qui sont abordés. On est sur une femme assez âgée qui a toujours refusé de se marier, ce qui était mal vu à son époque parce que du coup ça veut dire qu'elle va finir vieille fille, ah là là, catastrophe, qui n'a pas eu d'enfant mais qui est maîtresse d'école et donc qui est toujours en lien avec les enfants, qui n'a aucun regret sur sa vie et on la suit à un moment de sa vie où elle vit quelque chose de très difficile, vraiment elle est toute seule et elle le vit à sa manière et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, vraiment très bien écrit. La colorimétrie est vraiment ouf, on est sur des planches comme ça où tout est à peu près dans la même couleur. Donc il y a du orange, il y a du vert et puis il y a du bleu. Je vais essayer de vous en montrer une qui est bleue après. Et franchement, j'ai adoré J'ai adoré cette histoire, vraiment. C'est le tome 1, du coup, il faut absolument que je me renseigne sur si le tome 2 est sorti et tout, parce que vraiment, je veux absolument le lire. Ce tome 1 est sorti il n'y a pas très longtemps, hein, en fin 2020 ou peut-être tout début 2021. C'est ça, 2021. Donc février 2021. Donc je sais pas s'il y aura enfin je pense qu'il y aura un tome 2 parce que c'est marqué 1 donc sur la tranche, mais enfin sur le dos. Mais vraiment il faut que je me renseigne sur le tome 2 parce que j'ai adoré, c'était vraiment génial. Et j'en ai très peu entendu parler et c'est dommage parce que ce livre est vraiment très cool. Pardon, j'ai oublié de vous prévenir en fait, les premiers que je vous ai montrés c'était assez cool, assez léger, on parle de rameaux, c'est illustré, machin, Heartstopper, ça reste hyper cool à lire même si c'est un sujet un peu compliqué. Et avec Les gens de rien, on a basculé dans le côté obscur des lectures d'Audrey, c'est-à-dire que Audrey, donc moi, hein, je préfère toujours les livres tristes, les livres qui parlent de sujets très compliqués, les livres qui parlent de féminisme, de sexisme, de racisme, d'accidents, de morts. Vraiment, c'est mon kiff, hein, voilà, c'est comme ça. Je suis beaucoup moins marquée par un livre ultra positif que par un livre qui parle d'un sujet compliqué. C'est comme ça. Par exemple, Déconfinez-moi, que j'ai lu en décembre, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un bon moment, mais il n'est pas dans cette liste parce que c'était pas génialissime, voyez-vous. C'était trop, comment dire, bah, c'était trop positif pour que j'aime. Voilà. Donc là, on a basculé dans le côté, vous allez avoir quasiment que des livres qui parlent de sujets hyper joyeux. Hein, voilà. Bref, c'est parti. Donc, le suivant, c'est Les Roches Rouges de Olivia Adam. Les Roches Rouges, pardon, je le répète un peu plus lentement. Bon, avec Olivia Adam, ne vous attendez pas à des sujets légers et des livres très fun, très sympathiques, hein, c'est jamais le cas. Ici, on parle d'une jeune femme qui s'appelle Leila, qui vit avec un homme, comment expliquer ça, comment dire, un homme qui vit avec un homme qui n'est pas un homme en fait, qui est une espèce d'abruti fini, hein, on va dire ça comme ça, et qui se comporte comme si Leila était un objet qui lui appartenait, voyez-vous, voilà, un objet sur lequel il peut faire ce qu'il veut comme il veut, parce que sinon c'est pas drôle, et Leila est enfermée avec ça, elle a un enfant avec cet homme, et du coup elle est bloquée en fait, littéralement, et elle va rencontrer un jeune homme et à partir de là sa vie va changer, sauf que, on s'en doute évidemment, quand un homme considère une femme comme un objet qui lui appartient et que cet homme découvre que cet objet le trompe avec un autre, ça se passe extrêmement mal, hein. Je vous laisse imaginer la situation, vraiment ça se passe très mal et donc on suit ça, on suit Leila et le personnage principal qui est un adolescent
Il a genre 18-19 ans, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle lui. Je l'ai pas écrit. Super. Mais vraiment, c'était. En fait, c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement touchant. Et j'ai adoré ce bouquin. Enfin, je veux dire, voilà, en même temps, c'est Olivia Adam, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça. Voilà, j'ai vraiment adoré ce bouquin, c'était trop cool. C'est pas le plus facile et le plus léger à lire, comme j'ai dit. Hein. Si vous voulez des lectures légères, ne prenez pas exemple sur ma liste, hein, parce que clairement, c'est pas le cas à chaque fois. Mais vraiment, j'ai adoré. Je vais juste vous lire ce qu'il y a marqué derrière, le dialogue qu'il y a écrit derrière. Faut qu'on se tire d'ici et on ira où? Je sais pas, t'inquiète, on trouvera. Et s'il revient, eh bien il reviendra. S'il s'en prend à tes parents, c'est pas après eux qu'il en a. Voilà. Voilà. Le suivant, on n'est pas sur un sujet particulièrement compliqué, mais on est en fantasy young adulte, donc c'est pas non plus un univers très cool. Le dessin de Richard, évidemment, le tome 2, d'Ombre et de Vengeance, de Tomi Adeyemi. De mémoire, je ne sais plus si j'ai mis le tome 1 dans mes meilleures lectures de 2020, c'est possible que non. Mais j'adore cette saga, j'ai tellement hâte d'avoir le tome 3, mais si vous saviez à quel point j'ai hâte d'avoir le tome 3. En fait, ce livre est l'un des rares livres à réussir à me donner l'impression que je connais les personnages, à me donner l'impression que les personnages existent vraiment. Et genre, j'ai peur pour eux et j'ai peur avec eux et je suis avec eux quand je lis le livre et même après d'ailleurs, comme si c'était des gens que je connaissais, comme s'ils existaient réellement. Alors je sais que c'est pas le cas, parce qu'en plus on est en fantasy donc c'est pas le cas, tu vois. Mais je sais pas, les sentiments que je ressens sont les mêmes que pour des personnes que je côtoie et que je connais dans la vraie vie. C'est un truc de ouf. J'adore cette saga. Pour l'histoire, on y suit Zélie, donc qui est le personnage représenté ici. Voilà, pour l'inclusion, c'est quand même important de le préciser. Bref, donc on y suit Zélie, qui vit dans un petit village, on est dans un monde de fantasy avec pas trop de magie, parce que le roi, il y a des années, a tout simplement buté tous les gens qui avaient de la magie et trouvé le moyen d'empêcher que la magie ne se déclenche chez les générations d'après. Chez les générations d'après, vous vous moquez pas, c'est grave dur à dire. Et donc du coup, Zélie aurait dû avoir ces pouvoirs-là, mais bah, on a brimé ses pouvoirs parce que le roi a décidé que c'était comme ça. Et au début du livre, elle va se retrouver, enfin du tome 1, elle va se retrouver embarquée dans une aventure pour récupérer la magie. Mais c'est pas elle qui déclenche le truc, c'est pas elle qui se dit maintenant ça suffit, on va récupérer la magie. Non, on vient la voir et on lui dit hey, tu veux pas m'aider? Voilà, et du coup elle se retrouve embarquée là-dedans en mode débrouillez-vous. Au milieu de tout ça, il y a aussi les enfants du roi qui y sont mêlés. Et il y a un de mes personnages masculins préférés de tous les temps, mais je n'arrive pas à retrouver son foutu prénom. Comment il s'appelle Je vais chercher parce que ça va me gonfler si je trouve pas comment il s'appelle. Non, c'est pas... Inan. Voilà, Inan. J'adore ce personnage. Vraiment, j'adore ce personnage. Et je pense que dans ce tome 2, les gens vont pas aimer Inan. C'est-à-dire que les gens vont être opposés à Inan, mais pas moi. Moi, je l'aime tellement qu'il peut faire ce qu'il veut. Vraiment, c'est pas grave. C'est pas forcément positif de dire ça, mais vraiment, j'adore cet univers, j'adore cette ambiance. Et on est dans un young adulte que j'aime. Ce qui est quand même assez rare et quand même, faut le préciser, parce que bon, j'ai beaucoup de mal avec les young adultes, et la plupart des sagas que j'ai abandonnées, enfin que j'ai commencé et abandonné, c'est du young adulte. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais vraiment ici, j'adore cette saga, c'est un truc de ouf. Dans le tome 1, on a un groupe de personnages qui sont ensemble et qui essayent d'aller vraiment dans la même direction. Et à la fin du tome 1, il y a une espèce de scission, ce qui fait que dans le tome 2, on se retrouve avec toujours le même personnage, mais divisé en deux groupes qui sont un peu opposés, mais qui ont toujours le même but. Il y a toujours le roi, la reine, le machin, le truc là, qui font de la merde. J'adore cet univers, vraiment j'adore cet univers, avec de la magie, avec des pouvoirs, avec des incantations un peu bizarres et une langue propre à la magie. Enfin vraiment l'univers est dingue, les personnages sont ouf et j'ai trop hâte d'avoir le tome 3. Je pense que le tome 3 est le dernier, mais j'ai vraiment trop hâte d'avoir le tome 3. Ensuite, nouveau livre et nouveau sujet difficile, bah oui sinon c'est pas drôle, donc Céleste, ma planète, de Timothée de Fombelle. Comme à chaque fois avec Timothée de Fombelle, c'est extrêmement poétique. Quand tu commences le livre, tu sais pas trop où tu vas aller, et puis petit à petit tu comprends, et tu te dis ah ouais, la réflexion elle est cool en fait. Et ce que j'adore, et je le dis à chaque fois je crois avec Timothée de Fombelle, c'est qu'il a cette capacité de créer un univers, de créer des personnages qui vont parler d'un thème particulier, ici l'écologie et donc la planète. Mais en fait, il t'expose juste une situation telle qu'elle est, ou telle qu'elle sera ici dans plusieurs années si jamais on continue à faire de la merde avec la planète et avec l'environnement. Il t'expose juste la situation
sans donner son avis, sans aucun jugement, sans rien du tout, et il te laisse, en tant que lectrice ou en tant que lecteur, te faire ton propre avis et tirer tes propres conclusions de ce qu'il te montre en fait. Et je trouve ça vraiment ouf, d'autant plus qu'il est écrit pour la jeunesse, et enfin vraiment voilà, j'ai adoré ce bouquin. Donc ici on y parle d'écologie, on y parle d'une planète vraiment en catastrophe, hein. Il y aura un autre bouquin qui parle de planète catastrophe, vous verrez après. Et vraiment, enfin, j'adore l'écriture de Timothy Tourbel. Enfin, c'est sûr, c'est extrêmement difficile d'écrire comme ça, d'écrire de manière aussi poétique, aussi subtile et aussi compréhensible par les enfants. Enfin, je sais pas comment il arrive à faire ce mix-là, c'est juste magique, c'est juste génial. En fait, la plume de Timothy Tourbel fait qu'il peut écrire ce qu'il veut et parler de ce qu'il veut. Ça sera génial pour qu'il arrive. Donc celui-là n'échappe pas à la règle. Nouveau livre, nouveau sujet compliqué. Oui, je vais commencer comme ça à chaque fois maintenant. Donc, Everything, Everything de Nicolas Yoon. J'ai tellement aimé ce livre. Vraiment, vraiment, vraiment. On y parle d'une jeune fille qui est une enfant bulle. Donc, elle s'appelle Maddie, si je dis pas de bêtises. C'est pas marqué derrière, mais je crois qu'elle s'appelle Maddie. C'est ça. Maddie qui est une enfant bulle et qui donc au début du livre, je crois un truc comme ça, fête ses 18 ans. Et donc ça fait 18 ans qu'elle est enfermée dans sa maison pour éviter les microbes et pour éviter de contracter n'importe quel virus, corona ou pas, elle s'en fout, hein, c'est juste n'importe quel virus. Même un rhume c'est dangereux pour elle. Et elle va... à côté de chez elle, il y a une maison. Évidemment, elle a des voisins, tu vois. Et il y a des nouvelles personnes qui vont emménager dans cette maison. Et c'est un peu comme dans Tourbé de mon amour, sauf qu'elle peut pas sortir de chez elle. C'est-à-dire qu'elle va rencontrer un homme, enfin un jeune garçon, et elle va tomber amoureuse pour la première fois, sauf que là pour le coup elle n'a personne autour d'elle à part sa mère pour en parler, échanger et tout, elle n'a pas d'amis, pas de connaissances, rien du tout que dalle, elle est enfermée dans sa maison depuis toujours, et elle va avoir comme n'importe qui en fait pour la première fois ces sentiments merveilleux et fantastiques qui sont l'amour et tous les questionnements, tout le questionnement qui va avec, donc pas drôle. Bref, et vraiment j'adore ce livre. En plus à lire c'est hyper cool, il y a des trucs comme ça, à lire vraiment c'est hyper rapide, il y a des voilà encore comme ça, des trucs comme ça, il y a des échanges de textos, de messages, de mails, parce que évidemment ils peuvent pas parler directement l'un en face de l'autre puisqu'ils se voient pas, tu vois. Et vraiment j'ai adoré ce bouquin et la chute de l'histoire est juste mais magique, vraiment. C'est pour ceux qui l'ont vu, la chute est à peu près du même style que celle de Sixième Sens. Genre vraiment, tu la vois pas venir et tu te dis non mais c'est une blague en fait. Vraiment, j'ai adoré ce livre, j'ai tout aimé là-dedans. Je suis encore plus dégoûtée parce que derrière j'ai essayé de lire un autre livre de l'autrice et c'est pas passé du tout. Mais franchement celui-là a été vraiment vraiment génial. En même temps c'est un livre très connu, ça a été adapté en film, il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé sur YouTube. Et franchement, si vous l'avez pas encore lu, foncez. Je l'avais dit, on y est. Deuxième livre qui parle d'écologie, donc Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Ce livre a été une énorme claque dans ma gueule, mais genre vraiment. On y suit une jeune fille qui vit à une époque, j'espère, très lointaine, et en même temps, j'espère pas lointaine, parce que j'espère que cette époque n'existera pas. On vit à une époque où le monde entier est un désert. Il n'y a plus rien, parce qu'on a tellement fait de la merde avec l'environnement, avec l'écologie et avec la planète, qu'il n'y a plus rien. Et donc les arbres sont une denrée extrêmement rare, qui coûte extrêmement cher. Et donc, dans son village, Sama voit régulièrement des hommes partir à la chasse. Mais à la chasse aux arbres, évidemment, parce que du coup, ils vont chercher des arbres, ils vont abattre des arbres, ce qui est quand même assez contre-intuitif, parce que la planète est déjà dans la merde, et tu vas en plus couper le peu d'arbres qui restent, parce que c'est comme de l'or, en fait. C'est même plus cher que de l'or à l'époque où ils sont. Mais bon voilà, et donc elle voit ces hommes régulièrement partir à la chasse aux arbres, et son rêve c'est de faire pareil, d'aller à la chasse aux arbres, et un jour elle va les suivre, et on va suivre toute une réflexion en elle, tout un cheminement sur ce qui se passe en fait autour d'elle. Donc voilà, on a à la fois la réflexion intérieure de Sama vis-à-vis de la nature et des arbres qui va énormément évoluer au cours du livre, et en même temps nous, en tant que lecteurs ou lectrices, on voit son monde à elle et on se dit mais il faut surtout pas qu'on arrive à ce stade-là, enfin je veux dire c'est pas possible en fait. Et c'est tellement bien écrit, c'est du Marie Pavlenko évidemment, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est un livre très très petit, comme souvent avec Marie Pavlenko, mais vraiment extrêmement poignant. Enfin franchement j'ai adoré ce livre.
On a presque fini, promis, il en reste 2. Le suivant, c'est 109 Rue des Soupirs, donc le tome 2. Je sais pas pourquoi j'ai pris le tome 2, mais bref, le tome 2, Fantôme sur le grill. J'ai lu les 3 premiers tomes, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Merci Audrey. Et j'adore cette saga, vraiment. On est, je pense, sur la lecture la plus légère que je vous montre dans cette vidéo, mais qui parle de fantôme, quand même. On y suit un petit garçon qui s'appelle Elliot, et qui emménage dans ce manoir là, au tout début du tome 1, avec ses parents, sauf que ses parents sont constamment en déplacement, constamment à droite à gauche, quasiment jamais chez eux et jamais avec leur fils. Et du coup, Elliot va découvrir que le manoir est hanté et il va vivre et devenir ami avec les fantômes et on va suivre leur histoire. Et franchement, j'ai adoré. Il y a un espèce d'humour un peu grinçant, un peu noir, vraiment, vraiment très cool. Et en même temps, on suit ce petit garçon j'ai trouvé ça vraiment trop cool. Je vous montre une vraie planche de BD, voilà. Et franchement, j'adore cette saga. Je trouve ça absolument génial. La mise en page est dingue. Il y a même des trucs comme ça où ça se lit dans l'autre sens. Enfin, voilà. J'adore tout en fait. Les couleurs, les dessins, le texte, la mise en page, les personnages, j'adore cette saga. Vraiment, vraiment, j'ai lu 3 tomes de cette saga en un an, donc quand même voilà. Bon, c'est une BD qui se lit quand même assez vite, mais bon. Voilà, vraiment, c'est de Monsieur Tan et Yoongi Dumont, pardon, je l'ai pas dit, mais cette saga est vraiment géniale. Pour les enfants, c'est parfait, et alors moi, en tant qu'adulte, je surkiffe, donc voilà. Et le dernier, c'est un tome 1 de saga Young Adult, et j'aimerais noter à moi-même et à vous que j'arrête pas de dire et de répéter que j'ai de plus en plus de mal avec les sagas Young Adult Fantasy Fantastique, et dans ce bilan 2021, il y a quand même 2 livres qui appartiennent à des sagas Young Adult Fantasy Fantastique. Comme quoi, j'ai raison de continuer à essayer parce que la plupart du temps, ça marche pas et j'abandonne la saga en n'ayant même pas fini le tome 1, oui. Mais il y a des fois où ça marche et quand ça marche, c'est des trucs que je kiffe vraiment. Donc, La ville sans vent, le tome 1 de Éléonore de Villepoix. Évidemment, j'ai tellement aimé ce livre, vraiment. J'en ai parlé en update lecture et vraiment, vraiment, j'ai adoré ce livre. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2. Je crois que le tome 2 est le dernier, mais je suis pas sûre. Enfin bref, j'ai adoré. On y est dans un univers donc de fantasy. On est à Hyperborée, donc qui est une ville construite tout en hauteur où plus tu es bas, plus les rues sont dégueulasses et plus les gens sont pauvres, et plus tu es haut, bah, plus les gens sont riches, et en gros c'est le gouvernement et les dirigeants qui sont en haut, et c'est tout propre, tout beau, tout mignon pour pas qu'ils aient conscience que en bas c'est la merde, tu vois. Et donc on suit d'un côté Arca qui veut absolument rentrer dans cette ville et qui a une mission à faire dans cette ville, mais qui va devoir faire d'autres trucs parce que elle se retrouve un petit peu embarquée dans des histoires et dans des affaires qui ne sont pas prévues. Bref, et de l'autre côté, on a Lacianax, qui est un étudiant en magie, un truc comme ça, qui passe son espèce de certificat de fin d'études et qui devient donc maître magie, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, on suit ça. Il y a pas mal de questions politiques parce que au tout début du tome, du tome là, enfin oui, du tome 1, Lacenax retrouve son maître, dans la magie toujours, mort. Voilà, c'est très sympathique. Et puis ensuite, il y a d'autres gens qui vont mourir et donc il va enquêter là-dessus. Tout ça est lié à la politique, tout ça est lié à l'espèce de famille royale. Et franchement, l'univers, exactement comme dans le destin de Risha, l'univers est dingue, vraiment. J'ai exactement comme dans le Tommy Adeyemi, là, j'ai tout aimé. Les personnages, l'univers, la construction, la magie, j'adore tout. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin. J'ai tellement hâte de lire la suite, c'est un truc de ouf. Je crois que je l'ai lu en novembre, un truc comme ça. Et franchement, j'ai adoré ce bouquin, c'est vraiment génial. Je ne sais pas quoi dire de plus, tellement j'ai aimé. Il y a des sagas young adultes que j'abandonne et je ne suis pas capable d'expliquer pourquoi j'ai pas aimé. Et bah là, j'ai kiffé et je suis pas vraiment capable d'expliquer pourquoi j'ai kiffé, mais l'ambiance générale, l'univers, les personnages sont juste géniaux en fait. Vraiment, c'est juste trop cool. Et c'est pour ce genre de livres, d'histoires, de personnages, d'univers, d'ambiance, de tout ce que vous voulez, que je continue à tenter les sagas young adultes parce que des fois ça marche. Et quand ça marche, c'est vraiment cool. J'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo, elle est probablement très longue parce que moi ça fait très très longtemps que je parle. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller avec tout ça
au montage. Si vous voulez en commentaire me partager vos meilleures lectures de l'année, n'hésitez pas. Si vous voulez réagir à ce que j'ai dit et tout, n'hésitez pas aussi. Juste, il y a un truc que je voulais préciser au début et que j'ai oublié, donc je le fais maintenant. Dans le bilan de l'année, à chaque fois, je reviens uniquement sur mes meilleures lectures et je prends pas la peine de revenir sur mes pires lectures. Déjà parce que je trouve pas ça très positif dans un bilan de reparler du négatif, même si je l'ai un peu fait cette année parce que j'avais pas le choix. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que j'ai pas les livres avec moi. Les livres que j'ai abandonnés et que j'ai pas aimés, je les ai pas. La troisième chose c'est que je vois pas l'intérêt de dire que c'était une lecture nulle alors que j'ai pas terminé le bouquin. Vraiment, faudrait que je termine le bouquin pour légitimer mon avis dessus au complet et je vois pas l'intérêt de m'obliger à terminer un bouquin juste pour dire que j'ai pas aimé. Donc voilà. Et la troisième chose, enfin la quatrième chose, je ne sais plus, c'est que je parle de chacun des livres que j'ai pas aimé, de chacun des livres que j'ai abandonnés, c'est deux trucs différents, hein, en avis de lecture. Donc du coup, dans l'année, vous avez déjà eu ça. Donc je vois pas l'intérêt de remettre une couche sur le négatif. Par contre, ça me fait plaisir de revenir sur mes meilleures lectures, comme je viens de le faire. Bref, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.